Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire l'étude complète de cette fonction. Vous voyez, f de x égale log de x plus 1 sur x. Alors déjà, il faut que vous connaissiez la fonction log et ses propriétés. Et cette fonction a beaucoup d'intérêt. Déjà dans le calcul des limites, il y a une limite qu'on obtient par identification à un nombre dérivé. Ensuite, il y a la notion de prolongement par continuité. Il y a également des limites par composé, des dérivées par dérivée de composé, et également le signe d'une dérivée par l'étude de ses variations. En fait, les variations d'une fonction auxiliaire. Donc cette fonction en fait est très riche. Elle paraît comme ça assez simple, mais elle n'est pas si simple que ça. Alors déjà, il faut voir sur quoi elle est définie, sur quoi on peut la définir. Eh bien ici, il y a x en bas, donc x doit être différent de 0. Et x plus 1 ici, comme c'est dans le log, doit être strictement positif. Autrement dit, x doit être strictement supérieur à moins 1. Donc le domaine de définition que l'on prend, c'est moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Bien. Donc ça, c'est le domaine. Et vous voyez, il y a 4 limites en moins 1. En 0, ici, par valeur inférieure et supérieure. En fait, ici, on fera un seul bloc, ici, en plus l'infini. On va commencer par cette limite. Alors, un petit rappel, nous avons ici une fonction g qui est dérivable en petit a, et on se rappelle donc de la définition du nombre dérivé, g' de a, c'est la limite, quand h tend vers 0, de g de a plus h moins g de a sur h. Donc ici, à la place de h, je vais mettre x, déjà, dans un premier temps. Ça revient au même. On peut mettre n'importe quelle lettre. Et je vais prendre une fonction g de façon à récupérer ça. La limite en 0. C'est bien une limite en 0, c'est ce qu'on veut ici. Alors comment on va faire? Quelle fonction g va-t-on proposer? Bien la fonction g, ça va être tout simplement la fonction log de x. Prenons la fonction ici log de x. Et on va prendre petit a égale 1. Donc si je prends petit a égale 1 et g ici égale la fonction log. Alors la fonction log, elle est dérivable en 1. Et on sait que la dérivée de log c'est 1 sur x. Donc ici, la dérivée de log en 1 c'est 1 sur 1, donc ça vaut 1. Donc regardez, je prends ici log. Log. A c'est 1. A c'est 1. Et donc la dérivée, on sait que la dérivée de log c'est 1 sur x, donc ça fait 1 sur 1, puisque A c'est 1. Et log de 1 c'est 0. Eh bien on récupère exactement la limite de f de x quand x tend vers 0. Et c'est aussi bien vrai à gauche qu'à droite, c'est par valeurs différentes, mais c'est la limite en 0. Donc vous voyez, on a trouvé la limite en 0 en identifiant cette limite à un nombre dérivé d'une autre fonction connue, que l'on sait dérivable. Donc cette méthode de calcul de limite par identification à un nombre dérivé, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, on voit que la limite en 0, c'est 1. Donc la limite en 0, c'est 1. Alors, ce que l'on va faire, on va définir une nouvelle fonction que je vais appeler f1, qui est définie comme ça. f1 de x égale f de x si x est différent de 0, et x évidemment dans supérieur strictement à moins 1, et f1 de 0 égale 1. Donc la fonction donc f1, c'est pas tout à fait la fonction f. En fait, la courbe représentative de la fonction f, il n'y a pas de point d'abscisse 0, puisqu'elle n'est pas définie en 0. Donc dans la fonction f1, qu'est-ce que j'ai fait en fait par rapport à la courbe représentative de la fonction f? Je n'ai fait que rajouter le point de coordonnées 0,1. C'est-à-dire, si je devais représenter la fonction f,
il y aurait ça, il y aurait ça, il y aurait une sorte de trou. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction f. Il y a un trou, puisque la fonction f n'est pas définie en 0. Et en fait, la fonction f1, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que boucher le trou. C'est-à-dire, j'ai défini la fonction f1 prenant la valeur 1 en 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle un prolongement par continuité. Un prolongement par continuité, puisque la fonction f1, cette fois-ci, elle est continue en 0, puisque justement, par définition, la limite en 0, c'est 1. Donc, on a bouché ici le trou, on a fait un prolongement par continuité. Une façon graphique de comprendre la continuité, pour une fonction qui est représentable graphiquement, c'est on trace la courbe sans avoir à lever la main. Dans la fonction f, j'insiste bien, la fonction f, on avait à lever la main, puisqu'il y avait un trou ici, pour la fonction f seule, et la fonction f1, je bouche le trou, donc on n'a plus à lever la main. Donc prolongement par continuité. Alors chaque fois qu'on est dans une situation où vous avez une fonction qui n'est pas définie en petit a, mais la limite en petit a c'est b, eh bien on peut faire un prolongement par continuité en définissant une nouvelle fonction prenant la valeur b en a. Et sinon c'est la fonction initiale. On bouche les trous. Donc prolongement par continuité. Donc cette fois-ci, c'est la fonction f1 que je vais utiliser, sachant que cette fois-ci, la fonction f1, c'est pareil que f pour x différent de 0, et en 0, elle vaut 1. Donc voilà ma fonction f1 en fait, c'est log de x plus 1 sur x pour x différent de 0 et x strictement supérieur à moins 1, et f1 de 0, c'est 1. Et celle-là, elle est donc cette fois-ci non seulement définie en 0, mais continue en 0, puisque on a vu que la limite de ça en 0, c'était 1. Bon, alors maintenant, il faut trouver les limites en plus l'infini et en moins 1 par valeur supérieure. Alors, pour obtenir la limite en moins 1, donc on va faire log de x plus 1 sur x. Alors, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure, eh bien, x plus 1, ça, donc ici, j'en limite, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Ça tend vers 0 par valeur positive. Et ça tend vers moins 1. La question, c'est que fait le log? Alors, en fait, on sait que log de quelque chose qui tend vers 0 plus, eh bien, ça tend vers moins l'infini. Donc ça tend vers moins l'infini. Et là, ça tend vers moins 1. Moins l'infini sur moins 1, ça va faire plus l'infini. Donc la limite en moins 1, c'est plus l'infini. Alors au niveau de la rédaction, s'il fallait rédiger correctement cette limite, normalement, la rédaction consiste à y faire un changement de variable. On pose grand X égale x plus 1. Et on cherche la limite de grand X quand petit x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Eh bien, c'est 0 plus. Et ensuite, on écrit que log limite de log de x plus 1 quand petit x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc on se ramène avec que du grand X. C'est le principe du changement de variable pour calculer une limite, c'est en fait la limite d'une composée. Grand X, c'est u de x. C'est limite, donc quand grand X tend vers 0 plus, de log de grand X. Et ça, on sait que c'est exactement moins l'infini. Donc on obtient moins l'infini. Donc ça tend vers moins l'infini, et comme x tend vers moins 1, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait plus l'infini. Donc j'écrirai après les limites dans le tableau de variation. Donc, pour résumer tout ça. Alors regardez que cette méthode-là ici, elle sera également valable quand petit x tend vers plus l'infini. Donc si je fais petit x qui tend vers plus l'infini, on fera la même chose ici avec plus l'infini. Donc quand petit x tend vers plus l'infini, le grand X ici, ça tend vers plus l'infini. Et donc ici, je mets plus l'infini. Ici, plus l'infini. Et là, donc, log de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite, c'est plus l'infini. Donc quand petit x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Alors, ça tend vers plus l'infini, le numérateur tend vers plus l'infini
en plus infini et x aussi. Donc on est confronté à une forme indéterminée. Ah, alors là aussi, encore une difficulté, hein. Encore l'apparence simple de cette fonction, hein, mais derrière beaucoup de choses difficiles. Alors comment va-t-on lever l'indétermination? C'est toujours pareil par un changement d'écriture. L'astuce c'est celle-ci, c'est d'écrire que log de x plus 1 sur x, c'est log de x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 1 sur x. On écrit comme ça. Pourquoi j'écris comme ça? Parce que, vous vous rappelez, tout à l'heure j'ai fait un changement de variable avec grand X. Ça, c'est log de grand X sur grand X. Fois x plus 1 sur x. On sait que quand petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Et il y a une limite du cours qui dit que log de grand X sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers 0. Donc ça, c'est du cours, hein. Limite de cours, limite de référence. Et ça, quand petit x tend vers plus l'infini, on a encore une forme indéterminée, infini sur infini. Alors on a vu déjà dans plusieurs vidéos que le quotient de deux polynômes, en plus l'infini ou en moins l'infini, se comporte comme le quotient des termes le plus haut degré, c'est-à-dire x sur x. X sur x, ça fait 1, donc ça tend vers 1. 1 fois 0, ça fait 0. Donc la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc je vais faire déjà, je vais y réécrire les limites. Donc voilà ce que l'on a obtenu pour la fonction f1. La dérivée. Alors la dérivée, vous voyez, il y a de la forme ici u sur v. Alors je ne traiterai pas le cas de la dérivée en 0. Parce que là aussi c'est difficile, donc je ferai la dérivée pour x différent de 0. On pourrait démontrer qu'elle est également dérivable en 0. Elle est continue en 0, mais est-ce qu'elle est dérivable en 0? C'est encore une question difficile. Bon, si je fais, c'est une vidéo qui dure 1 heure. Hein. Donc déjà, avec tout ce qu'il y a à faire, c'est long. Donc je vais traiter la dérivabilité pour x strictement supérieur à moins 1 à moins 1 et x différent de 0. Donc là, c'est de la forme u sur v. Donc on y va, la dérivée. F', la dérivée de f1, c'est... Donc ça, c'est u. Donc là, vous avez log de quelque chose. Log de u. Alors log de u, la dérivée, c'est u' sur u. Donc ça, c'est ça qui joue le rôle de u. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc ça fait 1 sur x plus 1 fois x moins la dérivée de ça, c'est 1 fois log de x plus 1 sur x carré. Donc ça me donne x sur x plus 1 moins log de x plus 1, le tout divisé par x carré. Bon. Et il faut que j'obtienne le signe de cette dérivée. Alors c'est compliqué. On remarque ici que x carré c'est strictement positif, puisque ici je prends x différent de 0. Hein, la dérivabilité, je ne la fais pas en 0. Et donc c'est strictement positif. Donc la dérivée est du signe du numérateur, de cette fonction-là. Et pour faire le signe de ça, on pourrait faire la résolution d'une inéquation, hein, supérieure ou égale à 0 par exemple. Mais bon, ça va être très compliqué. Alors, question, comment fait-on le signe, par exemple, de cette quantité, de cette fonction, de ce numérateur, quand on ne sait pas le faire par un calcul d'équation, d'inéquation? Eh bien, il y a une méthode, je ne dis pas que cette méthode marche à tous les coups, mais il y a une méthode qui consiste à faire les variations de cette fonction auxiliaire, et par le tableau de variation, on peut éventuellement obtenir le signe. Je rappelle, hein, quand on a un tableau de variation complet, c'est-à-dire complet, c'est-à-dire avec les variations et les limites aux bornes, on peut obtenir le signe en utilisant éventuellement le théorème des valeurs intermédiaires et en prenant 0 comme valeur intermédiaire. Donc je vais appeler cette fonction h, ici h de x, et je vais faire le calcul de ces variations, étudier ces variations. Alors voilà ma fonction h, hein, c'était le numérateur.
elle est définie pour x strictement supérieur à moins 1. Celle-là, elle est définie en 0, hein, parfaitement définie en 0. Si je fais le calcul en 0, ici, ça fait donc log de 1, ça fait 0, et là, ça fait 0. Donc ici, h de 0, c'est 0. On aura besoin de ça tout à l'heure. Donc faisons la dérivée, h'. Donc h', la dérivée de h. Donc ça, c'est la formule sur v. Donc la dérivée, c'est u'v moins v' sur v carré. Donc ça fait 1 fois ça, x plus 1, moins la dérivée de ça, 1 fois x, sur x plus 1 au carré, moins la dérivée de ça, qu'on a déjà vu, c'est 1 sur x plus 1. Alors attention à l'erreur classique, hein, on dit, si j'avais mis par exemple une fonction, n'importe quelle fonction ici, j'appelle g, hein, la dérivée de log de g, c'est pas 1 sur g, hein, c'est g' sur g. Donc là, ici, il faut bien faire attention, c'est une erreur classique, hein. La dérivée de log de u, c'est u' sur u. Donc ici, c'est comme u' c'est 1, c'est 1 sur x plus 1. Donc ici, on va réduire au même dénominateur. Ici, on réduit au même dénominateur. Donc ici, je multiplie par x plus 1. Donc ça fait ici 1. Et en réduisant au même dénominateur, ici, j'ai moins x plus 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? 1 moins x moins 1. Donc on obtient moins x. Donc voilà le signe de... voilà h'. Et h' est donc du signe de moins x. Alors on y va, on va faire le tableau de variation de la fonction h. Alors, h' de x, c'est du signe de moins x. Donc voilà le signe de moins x sur moins 1 plus l'infini, puisque c'est uniquement là-dessus que ça nous intéresse, hein. Je rappelle, pour la fonction h, ici, elle n'est pas définie en moins 1. Donc la fonction h, elle est croissante, puis décroissante. Et on va faire le calcul en 0. Mais ici, je l'ai fait tout à l'heure, en 0, ça vaut 0. Donc, quand vous êtes dans cette configuration, vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Si ça avait été 2 ici, il aurait fallu calculer la limite en moins 1 et en plus l'infini, et éventuellement utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Mais comme c'est 0, on obtient le signe de h de x. Parce qu'ici, la valeur maximale prise par h est 0. Donc ici, en 0, ça vaut 0, et c'est négatif par ailleurs. Bien. Donc, et je rappelle, h de x, c'était le numérateur. Donc du coup, f', la dérivée de f1, son signe, c'est celui-ci. Donc je vais refaire le tableau de variation, cette fois-ci, de la fonction f1. Donc voilà ce qu'on obtient, puisque la dérivée de f1, le signe, c'était celui de h, et j'obtiens donc ici le signe de la dérivée de f1. Là, j'ai mis un point d'interrogation, puisque on ne sait pas exactement si elle est dérivable ou pas, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'elle est définie en 0, ça prend la valeur 1. Ici, là, la dérivée est négative, est strictement négative, donc elle est strictement décroissante et strictement décroissante, donc la fonction f1 est bien strictement décroissante. La limite en moins 1, c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini, on avait obtenu 0. Donc on a deux asymptotes, une d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et une d'équation x égale moins 1. Donc voici l'étude complète de la fonction au départ f, et après, par prolongement par continuité, celle que j'appelais f1. Et je vais donc vous montrer la courbe. Alors voilà la représentation graphique de la fonction, ici, f. Alors vous voyez, c'était f. GeoGebra n'utilise pas f1, mais de fait, elle fait un prolongement par continuité, elle bouche en quelque sorte le trou qu'il y avait à l'origine en 0, donc en fait, c'est la fonction f1 qu'elle considère ici. Et on obtient bien, regardez, donc ici en 0, ça prend bien la valeur 1, et vous voyez, il n'y a pas de trou. Ici, vous avez bien l'asymptote ici d'équation x égale moins 1. Ici, l'asymptote ici d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe abscisse. Donc vous voyez, c'est exactement ce que donne le tableau de variation. Elle est strictement décroissante, donc tout est parfaitement
cohérent. Donc voilà un exemple complet, et on pourrait prendre d'autres exemples de ce type-là par prolongement par continuité. Je vais vous en donner d'autres. Alors j'ai rajouté en rouge et en bleu deux fonctions. En rouge, c'est exponentielle de x moins 1 sur x. Alors vous voyez, normalement celle-là n'est pas définie en 0, mais la limite en 0 c'est 1. Alors pourquoi la limite en 0 c'est 1 ? Tout simplement parce que exponentielle de x moins 1 sur x, on l'identifie à un nombre dérivé. En fait, on l'identifie avec la définition du nombre dérivé de la fonction exponentielle en 1. On remplace h par x. Et pareil pour sinus x sur x, elle n'est pas définie en 0, mais la limite en 0 c'est 1. Alors ça pourrait être autre chose que 1, puisque j'ai pris des exemples qui se ressemblent, mais ça pourrait être autre chose que 1, bien sûr. Et ça pourrait être autre chose qu'une limite en 0. Et pourquoi sinus x sur x quand x tend vers 0, bien la limite c'est 1, puisque pareil, on identifie ça à un nombre dérivé. On reprend la fonction sinus et on prend petit a égale, ici c'est petit a égale 0. Bon, et vous voyez que GeoGebra fait automatiquement un prolongement par continuité en rouge. Elle passe bien par un point d'abscisse 0, pareil en bleu. Donc en fait, ce que fait GeoGebra, c'est directement, elle prend la fonction pour la rouge qui prend la valeur 1, pour les 3 d'ailleurs, qui prend la valeur 1 en 0. Donc en fait, ce seront les fonctions que je devrais dire F1, H1 et P1, c'est-à-dire qu'on a bouché les trous par prolongement, par continuité. Alors, la fonction, la dernière, en bleu, elle est intéressante puisqu'il y a d'autres choses qui se passent. Parce que vous voyez, je parlais de position relative avec l'asymptote ici horizontale. Et là, bon, on voit bien que cette fonction, la bleue, elle passe une infinité de fois par l'axe des abscisses. Bon, on pourrait donc s'intéresser un peu plus à la fonction. Voilà. Donc voilà, ça termine cet exemple intéressant.